Einstein, cerveau de l'humanité, précurseur des énergies alternatives non renouvelables, disait ceci. Ceci qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire. Que l'homme a l'intelligence d'un sot qui vient de Sétouz et qu'il était comme le petit d'un âne sauvage. François Cognard, dans son célèbre ouvrage dénommé L'oligarchie des incapables, vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention chirurgicale électorale judiciaire, animée par le prince Adouma David Berakouma, le Minotaure, la baie de cochon, la voix de savoir, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, frappé du sceau du savoir et l'onction de la qualité, cerveau-serveur qui vient de m'électer. Je voudrais vous faire l'économie de ma communication de ce jour. Depuis l'avènement de la démocratie pluraliste à nos jours, le paysage politique national ne s'est pas profondément modifié. Il n'y a qu'à observer toutes les variantes formes de violence, criminalisation et régression des résultats électoraux dont les partis au pouvoir a été victime pour s'en convaincre du divorce entre les aspirations légitimes du peuple souverain et ses gouvernants. La province de l'Est n'a pas été en reste de ce vaste mouvement de défiance de l'autorité de l'État à travers des résultats mitigés sortis des différentes élections présidentielles antérieures, caractérisées par le sous-développement, les écarts de conditions, la misère, la pauvreté, le chômage et paupérisation. La jeunesse de notre circonscription administrative et territoriale a été victime de l'instruction des nostalgiques du passé monolithique qui confirme le plus grand nombre de concitoyens à l'attentisme, à l'inertie, au renoncement, crainte et incertitude à venir. Pourtant, ce ne sont pas des formelles occasions qui ont manqué à nos cadres administratifs, économiques et financiers qui ont appartenu à de gouvernements successifs, ainsi qu'à notre chambre bicamérale et autres institutions monocolores. Malgré leur longévité et ancrage au sein des organes décisionnels, le peuple est resté le même, dépourvu de tout moyen de survie et de subsistance. La volonté populaire a été confisquée par la bureaucratie émergente. Il est peut-être temps que les acteurs nouveaux apparaissent dans la chaîne décisionnelle suite à la révolution du palais, dixit le docteur agrégé en économie, Ondosa. C'est tout le sens de mon combat, mon engagement patriotique et républicain, d'après le coup de liberté initié par les forces de défense et de sécurité sous les auspices du général de brigade, Brice Cotter Oligui Nguema. Je suis le symbole de la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle, la voix des sans-voix, la voix de ma panne, la majorité silencieuse, le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues par un certain nombre d'avatars et kleptomanes politiques. À la mémoire sélective, qui ont eu d'ailleurs pour ambition que la poursuite de leurs intérêts personnels et enrichissement illicite au détriment du plus grand nombre de compatriotes gabonais. Ils n'ont pas réussi à transformer les quartiers de nos villes et villages en véritables pôles attractifs de développement, afin d'espérer faire vivre aux populations de l'arrière-pays les meilleures conditions de vie. De mémoire historique de notre circonscription administrative et territoriale, jamais, au grand jamais, il n'y a eu une personnalité dynamiquement plus engagée que moi, votre interlocuteur, car l'amour du peuple souverain est ma passion. Sa recherche de confort et bien-être est l'un des objets de tout mon engagement politique. Malgré les faibles moyens dont je dispose, dont j'ai toujours disposé lors de processus électoraux, ne disposant d'aucun titre honorifique ni privilège, je me suis engagé sans relâche, corps et âme, pour donner une nouvelle espérance au peuple gabonais. Malgré les clichés et raccourcis brandis ici et là, par mes adversaires politiques sans base électorale, sans niveau de conscience, sans études, sans qualification ni expertise, ma détermination d'aider les populations est restée la même. Car les populations ont besoin d'avoir accès aux minima sociaux afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Je reste disposé à poursuivre mes objectifs. Ma mission transformatrice, réformatrice et réparatrice de notre ville en insufflant une dynamique nouvelle par des propositions de financement de projets de développement local structurants afin de lutter contre le chômage endémique, l'exclusion sociale et marginalisation qui frappe notre jeunesse. La mise en place d'un fonds de financement des petites et moyennes entreprises. La relance du projet Grain afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'instauration des organismes financiers et autres. Bref, c'est tout un programme dont je mettrai à disposition aux populations le moment venu. Nous nous félicitons de la prise de pouvoir par les gérants de brigade, mais il est bien vrai que cette prise de pouvoir doit également s'accompagner du rajeunissement intégral de la classe politique, car cette gérontocratie parasitaire commence à nous étouffer comme une chape de plomb.
C'est certainement une occasion unique, une opportunité qui se présente à nous pour une action contestée des acteurs au gouvernement, dans le cadre justement des élections générales à venir. Je vous annonce une fois de plus, avec la faible intime conviction qui est la mienne, que je serai non seulement candidat au premier siège du 3e arrondissement à la commune de Libreville, mais je serai également candidat à l'intérieur d'une liste qui sera conduite par un autre compatriote pour la conquête de l'hôtel de ville. Merci de votre bien aimable attention. Et là, nous allons aller tout droit vers l'objet du sujet du jour. Je voudrais rappeler aux uns aux autres qu'une loi, à défaut d'être appliquée, elle tombe en désuétude. Alors je suis totalement choqué, outré de constater un certain nombre de kounabélistes politiques sans base électorale qui viennent raconter des hérésies sur la toile, prétextant que toutes les populations justement du 2e arrondissement auraient été payées, c'est-à-dire la zone pleine rôtie. Je vous informe que mon père a perdu 5 villas, plus une maison en étage, construite par ma petite soeur qui se trouve actuellement en Turquie. Du côté du Wellington également, mon père vient de perdre 2 autres maisons d'habitation. Et mon père a pratiquement 80 ans. C'est plus de 60 années d'efforts, de rude bataille contre le sous-développement que mon père a pu investir avec force, avec courage, sans l'argent de l'État. Et j'ai encore une autre préoccupation majeure, c'est que la suspension des baux locatifs fait en sorte que mon père, qui loge également 2 commis, 2 administrateurs de l'État, un procureur de la République, plus un directeur de travaux publics, et mon père ne pourra pas rentrer en possession de son argent. C'est une fois de plus pour vous dire que plusieurs mesures prises par le chef de l'État sont des mesures querelleuses. Et ces mesures doivent être mieux conçues, mieux pensées, afin d'éviter l'effritement du capital social du chef de l'État. Donc là, d'ici samedi prochain, je me rendrai à OIM pour faire sortir ces 2 agents de l'État qui logent à l'intérieur de la maison de mon père et que l'État ne serait pas capable de les payer. Il ne s'agit plus de laisser l'État justement brimer la population. Ces maisons ont été construites par mon père, par son argent. Il n'y a pas de raison que l'État loue la maison de mon père qui ne paye pas et que cet État ne soit pas capable de déguerpir de la maison de mon père, de partir de là. Puisque c'est vous qui dites que l'État est propriétaire des terres. Cet État qui est propriétaire des terres, qui est incapable d'avoir un titre foncier, incapable de construire des baux locatifs, ne peut pas rester dans nos maisons de manière impunie et sans sortir un seul copain. C'est une fois de plus pour moi de manifester ma désapprobation face à toutes ces mesures querelleuses qui sont prises par le gouvernement d'Alexandre Barrault-Chambrier, soit dit expert en économie monétaire, sorti d'ailleurs des écoles de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le Gabon a besoin de véritablement relancer sa croissance économique. Mais comment relancer la croissance économique avec près de 2000 à 4000 déguerpis? Ces personnes qui avaient déjà des abris, qui se retrouvent aujourd'hui être des sans-abri. Cette politique justement de déguerpissement sauvage, de déguerpissement primitif, ne tient pas compte justement des intérêts du plus grand nombre de personnes. Et je voudrais vous rappeler que le chef de l'État, lors de sa prise de pouvoir, avait dit qu'il ferait tout pour la restauration de la dignité du peuple souverain. Pensez-vous que lorsque vous expulsez, vous déguerpissez plusieurs familles gabonaises, justement d'un site dont vous aurez du mal à reconstruire rapidement, c'est cela la restauration de la dignité du peuple? Moi je pense, à tort ou à raison, que le chef de l'État a été floué, une fois de plus, par plusieurs de ses collaborateurs, ses courtisans, ses intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir, qui ne connaissent pas comment relancer la croissance économique, qui ne connaissent pas comment mettre en place des politiques publiques, le relogement des personnes, aider ces personnes à être relogées, en mettant en place un minimum de commodité, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'énergie, l'accès à un minimum de conditionnalité, l'accès à un logement décent pour un pays comme le nôtre, qui est considéré comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, dont le PIB aussi plusieurs dollars, au-dessus d'ailleurs de la Guinée équatoriale, de la Côte d'Ivoire, le Maroc et autres. Donc le Gabon est un pays riche, avec une faible population. Il est possible, grâce à une véritable politique planifiée de développement, de rattraper l'écart, de ne pas laisser creuser le fossé entre les riches et les pauvres. Et c'est pourquoi je voudrais attirer l'attention du prince de béton, Brice Koto Ligui Nguema, sur la nécessité
de mettre en place un véritable comité superviseur de cette opération, de faire une véritable étude, impact environnemental, un impact sanitaire, un impact social et voire même un impact financier. Parce que ce projet, justement, du boulevard de Triomphal, va certainement générer des emplois, mais sans avoir déjà détruit ces milliers de commerces qui se trouvaient juxtaposés sur ces voies de dégagement de bassin versant. Excellent Monsieur le Président Habib, chef de l'État, j'ai été participant au projet de bassin versant avec Lucette, avec Blaise Wada, mais également avec l'ancien ministre Gambia. Il vous souviendra que cette opération s'était soldée par un échec du côté de la baie de Couchon, où l'État avait dépensé de l'argent sans pouvoir nous reloger, alors que l'État nous avait donné toutes les garanties qu'en déguerpissant cette zone-là pour une cause d'utilité publique, et l'État devait justement nous donner la possibilité d'avoir des maisons d'habitation. Malheureusement, l'argent avait été détourné et vous connaissez le sort qui avait été réservé par Blaise Wada. Il avait été condamné au tribunal de premier instance de Libreville à 25 ans d'emprisonnement. Il a interjeté appel à la cour d'appel, a confirmé 25 ans d'emprisonnement. Il a fait ce qu'on appelle un pourvoi en cassation, qui est le dernier degré de juridiction de l'ordre judiciaire, et le pourvoi en cassation avait cassé cette décision. Et c'est comme ça, comme Blaise Wada se retrouve justement à l'heure actuelle à son domicile en train de vivre dans une certaine opulence. Mais le cas du ministre Gambia n'est pas le même. Il y a eu encore un autre ministre après le ministre Gambia qui est actuellement en prison. C'est pour vous dire que le ministère des Travaux publics également doit faire l'objet d'un véritable audit. Parce que c'est un ministère qui a beaucoup de fonds, qui a beaucoup d'argent. Il est le même pour l'habitat. Au niveau du ministère de l'habitat, il y a trop de désordre dans ce ministère. Et c'est pourquoi dès la prise de pouvoir du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, il avait suspendu son ministère pendant plusieurs mois pour pouvoir voir clair. Parce qu'ils sont nombreux là-bas qui veulent vivre de la misère du peuple gabonais. L'ANITTC également, c'est Monsieur le Président. Il faut faire un véritable examen de toutes ces structures avant que vous puissiez engager ces projets faramineux qui risquent de vous causer énormément de difficultés avec les populations. Là, il y a déjà près de 2000 à 3000 Gabonais impactés par le projet qui ont pratiquement tout perdu, qui vivent là à la belle étoile. Et c'est pourquoi j'insiste avec toute la force de mon intime conviction, à ma qualité de soutien que je suis à l'égard de vous, mais un soutien non kunabéliste. J'insiste sur le caractère non kunabéliste. Vous le savez très bien. Lorsque vous m'avez reçu au palais, moi je vous soutiens, mais je ne soutiendrai que la réalité des faits. Hors de question pour moi de faire du kunabélisme sans perspective. Cette opération de déguerpissement de population, je vous exhorte de mettre en place un véritable comité technique de pilotage de cette opération afin de l'évaluer, de quantifier et de mettre en place des mesures d'accompagnement d'urgence pour que les personnes âgées qui ont été impactées par ce projet, les jeunes également en difficulté, puissent avoir un minimum. Le minimum, c'est l'action au logement. Et Ali Bongo Ondimba a conçu plus de 3000 maisons que je vous ai fait découvrir. Il est possible d'aller réaménager ces bâtiments très rapidement et permettre à ces personnes de se loger provisoirement en attente justement de trouver d'autres mesures palliatives parce que ce sont des Gabonais. Et cette image où les Gabonais dorment dehors n'est pas relisante. Et de ce quoi, au niveau justement de nos différentes ambassades, c'est-à-dire l'ambassade de Chine et l'ambassade de la Russie. Cette image dégradante n'honore pas le chef d'État que vous êtes. Et pour un chef d'État tel que de votre dimension, vous ne devez pas exposer justement le peuple à cette raillerie, à cette moquerie, exposer la nudité du peuple au vu au su de tout le monde, et c'est une situation inacceptable. Et c'est pourquoi je vous exhorte, en votre qualité de père de la nation, en votre qualité d'État-providence, de prendre toutes les mesures, parce que l'État, c'est la compétence de sa compétence. Lorsque l'État n'est pas capable de s'attribuer un titre foncier, lorsque l'État n'est pas capable de construire les voies administratives, et bien cet État-là ne peut pas demander les populations un titre foncier, sachant bien que ces populations n'ont pas les titres fonciers, dès lors que lui-même qui attribue les titres fonciers ne les a pas. Il est de même. Comment un État peut pouvoir me demander une pièce d'identité si l'État n'est pas capable de m'aider à obtenir une pièce d'identité? Ça fait combien d'opérations d'identification des personnes que nous avons faites?
jusqu'à présent, eh bien, les Gabonais n'ont pas de pièces d'identité. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il va falloir prendre en compte. Et c'est pourquoi, excellent monsieur le président du chef de l'État, avec toute la force de mon intime conviction, je vous exhorte de faire preuve de retenue prudente et de faire preuve de vigilance. Vos adversaires sont nombreux, vos ennemis sont nombreux, et je ne pense pas que moi, David Ndakouma, soit un de vos ennemis identifiés. Quelle que soit la vilipende dont je suis l'objet, quel que soit le colibet et autres, je reste un soutien ferme, mais un soutien qui ne se perdrait pas à raconter des tartuferries, des commentaires et des balivernes. Et c'est pourquoi j'insiste pour dire au peuple gabonais, tous ceux qui ont été déguerpis, de garder le calme. Les avocats ont été pris par l'ancien Premier ministre, Alain-Claude Debinze, c'est-à-dire Maître Moubembe, mais également Maître Mefouman. Mais moi, la trajectoire de Maître Moubembe m'importe peu, ou Maître Mefouman m'importe peu. Parce que nous, on a tout perdu, on n'a plus d'argent pour nous acheter un avocat. Si l'ancien Premier ministre, Alain-Claude Debinze, a décidé de mettre à la disposition un avocat, 2 avocats, pour défendre le bien de mon père, pour défendre notre héritage. En quoi je serai un traître pour cela. Et puis, il faut que les gens le sachent, la campagne présidentielle est terminée. Le chef de l'État est déjà président, il n'a qu'à exercer le pouvoir. C'est tout ce qu'il reste à faire. L'exercice du pouvoir. Mais est-ce que je suis encore obligé de continuer à être confiné dans ce soutien alors que nous allons droit vers les élections législatives et il y a également des regroupements qui sont faits? Sur quelle base est-ce que les gens me prêteraient des intentions pour dire que j'aurais traversé de l'autre côté? Et même si je l'aurais fait, en quoi est-ce que cela générerait qui que ce soit? Dès lors que tout le monde cherche à améliorer sa condition de vie existante. Et vous pensez que pour être député à l'Assemblée nationale, je n'aurais pas besoin d'alliés? Je n'aurais pas besoin d'autres acteurs politiques pour financer ma campagne? Vos propres collaborateurs vont rouler. Ils ont volé mon véhicule que vous leur avez dit de m'acheter. Ils ont volé mon argent que vous leur avez dit de me donner. Ils ont volé tout le matériel de mon QG. Ils ont volé ma nomination, le conseil spécial du président. Et aujourd'hui, où je vois les gens me vilipender, raconter les balivernes. De tous vos soutiens, lequel est plus intelligent que moi? Je leur mets au défi autant qu'ils sont. Lequel? Que ce soit les chargés de mission, les conseillers, les directeurs et autres. Je le dis, je l'affirme et je le répète. Il n'y a aucun qui soit plus intelligent que David Ndakouma. Aucun n'est plus instruit que moi. Et ces gens-là arrivent à obtenir des sommes faramineuses parce qu'ils ont des parents qui sont au pouvoir depuis une cinquantaine d'années. Et moi, David Ndakouma, fils de pauvre famille, qui n'a rien, fils de prolétaire, on doit m'écraser. Et je ne me laisserai pas écraser par qui que ce soit. Je ne me laisserai pas piétiner les orteils par qui que ce soit. Nous avons mené ces batailles d'une démocratie pluraliste depuis 1990, lorsque ces gens-là n'étaient pas là. Ils viennent là en 2009, d'autres viennent en 2016, d'autres viennent là à l'ère de la transition. Ils ont mené quelle bataille pour pouvoir vouloir m'intimider? Et je vous le dis, vos menaces, vos intimidations m'importent peu. Ce pays-là a besoin d'une véritable attenance démocratique et que vous voulez ou pas, il y aura une véritable attenance au sein de la chambre bicaméra. Il n'y aura pas de chambre monocolore cette année pour satisfaire les intérêts des partisans, les intérêts des égoïstes, des jeunes autocrates, des aristocrates, plutocrates, pseudo-émergents qui ont mis le pays dans la gangrène. Aujourd'hui, le peuple vit dans la misère, la pauvreté la plus inimaginable. Alors que le Gabon est un pays riche. Il est possible de mettre en place des politiques de partage de dividendes. La prospérité partagée, qui va consister en une justice rétributive, en une justice distributive. Il n'y a pas de raison que ce soit vous qui mangez tout l'argent du pays et que les Gabonais, voilà, puissent souffrir. Les mêmes noms de famille, les mêmes et des gens qui n'ont aucun profil qualificatif. Avec les diplômes contrefaits obtenus dans des universités de fortune, à Cambridge, à Oxford, à la Sorbonne et autres. Lorsqu'on a un doctorat en économie, on doit être capable de relancer la croissance économique et les indicateurs doivent s'améliorer. L'IDH, l'indicateur de l'humain, le pouvoir d'achat, l'espérance de vie et autres. Mais c'est où? Il n'y a rien. Toutes ces politiques publiques qu'ils ont mis en place depuis 50 ans ont plombé le pays. Vous ne pouvez pas relancer la croissance économique en augmentant les charges de l'État. Vous ne pouvez pas augmenter, espérer avoir la croissance économique en spoliant l'État par les détournements des fonds publics
par bande organisée. Ils ont volé l'argent du côté du 2e arrondissement, la commune de Libreville, pleine rôti, cette zone-là, ils ont volé l'argent. Et c'est pourquoi ils cachent les archives. Bobby Sangou Bibé n'ont pas les papiers. Voilà un État qui n'a pas les papiers. Sangou Bibé. Depuis 2 semaines, oh, on a payé les gens, on a payé. On vous dit amenez les papiers. Il y a un Ganabi Sangou. Où est là, il n'y a rien, il n'y a pas les papiers. Ils disent non, on a pris l'argent. Venez nous montrer, il n'y a pas les papiers. Non, pas les papiers. Ils vont même jusqu'à dire que les papiers ont disparu. Mais ça, c'est quel État désorganisé? C'est quel État désorganisé comme ça? Vous avez dit, vous avez payé, mais lorsque le trésor paye, il y a les titres du trésor. Moi, j'ai été chancelier dans une ambassade, premier secrétaire chancelier régisseur. L'ambassade du Gabon, Togo, Bénin, Ghana. Mais l'argent public laisse toujours une trace. Venez sortir les traces pour justifier que vous nous avez payé. Venez sortir les listes pour justifier que vous avez identifié mon père avec ses 5 villas et ses 2 maisons en état. Tant que nous ne rentrerons pas en possession de tout ce que nous avons perdu, je vous dis, cette bataille-là, je la mènerai jusqu'au bout et même au péril de ma vie. Et c'est pourquoi, depuis 3 jours, eh ben, j'ai pris le matricule 213 en rapprochement de Bomengon qui est le matricule 212. Donc, nous sommes 2 candidats à la mort. Je dis bien, nous sommes 2 candidats à la mort. Parce qu'il est hors de question que nous laissons ce pays-là aux mains des bandes rivales avec des perfides trompeurs, des déstabilisateurs, des complotistes autour du chef de l'État.